raconte. Christophe Andelatte. Notre histoire débute le 30 août 1997 à Paris. La nuit est tombée, mais il fait toujours chaud. À 10h moins 10 précise, un couple fait son entrée au Ritz, le célèbre palace de la place Vendôme, à 2 pas du faubourg Saint-Honoré et des Tuileries. Et quand ils entrent, suivis de près par un garde du corps, toutes les têtes se tournent sur leur passage. Enfin, surtout sur son passage à elle. Grande, belle, blonde, élégante et célèbre, c'est Diana, la princesse de Galles. Le XXe siècle est au bout du rouleau, la France a réglé son compte à la monarchie depuis plus de 2 siècles, mais elle, c'est un cas à part, c'est une icône mondiale. Surtout depuis qu'elle a divorcé du futur roi d'Angleterre, le prince Charles, et qu'elle a renoncé aux ors de Buckingham Palace pour une vie différente. Et pour le coup, depuis le début de l'été, elle a vraiment une vie différente. Elle est amoureuse, officiellement amoureuse, d'un autre homme que le futur roi. Ça dure depuis 6 semaines, et quand on est princesse de Galles, il faut du panache pour assumer une telle histoire d'amour. Il s'appelle Dodi Al-Fayed, il a 42 ans, il est égyptien et donc musulman. À part ça, il est riche, très riche, et il n'y est pas pour grand-chose. C'est son père, Mohamed Al-Fayed, qui a bâti l'empire, qui comprend entre autres les magasins Harrods et justement l'hôtel Ritz à Paris, dans lequel les 2 tourtereaux sont en train de s'engouffrer. Oui, s'engouffrer, c'est le mot, comme 2 biches effarées qui fuient une horde de chasseurs. Car depuis qu'ils sont ensemble, ils ont la crème des paparazzis aux trousses 24-24. Pour Diana, rien de neuf. C'est comme ça depuis son mariage avec le prince Charles. Mais pour Dodi, c'est une découverte. En 6 semaines, il a appris à détester ces dizaines de photographes qui lui pourrissent méthodiquement la vie. Ils viennent notamment de passer une partie de leurs vacances en Italie et les charognards ne les ont pas lâchés d'une semelle. C'est pour ça qu'ils sont à Paris, pour avoir enfin la paix. Ce qui, entre nous, est un peu naïf. La princesse sait bien qu'elle n'aura jamais la paix. Mais c'est Dodi. Il ne s'y fait pas. Alors quand il est arrivé, le matin même, en jet privé au Bourget, et qu'il les a trouvés sur le parking, ça l'a mis en pétard. Et quand ils les ont suivis jusqu'à son hôtel particulier de la rue Arsène-Housset, près des Champs-Élysées, il était hors de lui. Alors il a annulé le dîner qui était prévu le soir même chez Benoît, un restaurant chic du Marais, et les voilà donc qui trouvent refuge dans l'hôtel de papa, le Ritz. Ils arrivent au Ritz à 10h moins 10 exactement, par l'entrée principale, sans se cacher. Et leur idée est de se faire servir le dîner à l'abri des regards dans la plus belle suite, la suite impériale. Diana commande une omelette aux asperges et aux champignons en entrée, puis une sole avec une jardinière de légumes. Dodi, lui, a choisi un turbo grillé. Ils arrosent leur dîner d'une bouteille de champagne Tétinger. Mais pendant ce temps-là, devant le Ritz, les rats se sont donné le mot. Et maintenant, il y a un attroupement de photographes. Et Dodi est furax. S'il avait eu la sagesse de ceux qui ont l'habitude de vivre avec les paparazzis, il aurait affronté la meute et les 2 amants seraient rentrés tranquillement à leur hôtel particulier. Mais Dodi se lance un défi un peu vain, mais compréhensible, de leur échapper. Il décide de mettre en place un leurre. Son chauffeur est chargé de placer sa voiture, une Mercedes 600, devant l'entrée principale, moteur allumé, pour faire croire à un départ imminent. Tandis qu'une limousine de l'hôtel, une Mercedes S280, viendra discrètement se positionner devant la porte de service de l'hôtel, rue Cambon. C'est Henri Paul, le chef de la sécurité du Ritz, qui la conduira. Et c'est dans celle-là qu'ils monteront, avec le garde du corps Trevor Jones. À minuit moins 20, ils sont dans la voiture. Diana et Dodi sur la banquette arrière, le garde du corps à l'avant, côté passager. Seulement voilà, quelques paparazzis ont flairé l'embrouille. Et ils se lancent aux trousses de la Mercedes, les uns dans leur voiture,
les autres en moto. Et c'est donc un cortège qui quitte la place Vendôme en trombe et qui s'engage dans la rue de Rivoli. Quand la Mercedes s'arrête au feu rouge de la rue Royale, en face du Crillon, il y a déjà une demi-douzaine de photographes autour de la voiture. Dodi demande alors à Henri Paul, qui n'est pas chauffeur, il sait conduire mais c'est pas son métier, d'accélérer. Il veut les semer à tout prix. Henri Paul écrase l'accélérateur, grille le feu rouge et s'engage place de la Concorde, avec l'idée d'éviter les Champs-Élysées et de filer tout droit le long de la Seine. Par là, il n'y a pas de feu rouge. L'un des paparazzi racontera plus tard qu'on aurait dit un avion supersonique. Et on n'en est pas loin. La voiture roule maintenant à plus de 150 km/h quand elle s'engouffre dans le tunnel de l'Alma. Et il y a une petite Fiat Uno blanche, juste devant, sur la file de droite, qui elle roule normalement à 50 km/h. Mais ça ne passe pas. La Mercedes accroche le pare-choc arrière gauche de la Fiat. Pas de beaucoup, mais suffisamment pour déstabiliser la limousine qui frôle le 3e pilier central, qui fait une embardée sur la droite. À ce moment-là, Henri Paul, qui a conscience d'avoir perdu le contrôle, donne un grand coup de frein sur plus de 30 mètres et la Mercedes vient s'écraser dans le 13e pilier avant de faire un tête-à-queue qui la projette violemment dans le mur. Le choc est d'une violence inouïe, inouïe. Il est minuit 23, on est désormais le dimanche 31 août 1997. Il est minuit 23 et la carcasse de la limousine est là, au milieu du tunnel de l'Alma, dans un silence de mort. Henri Paul, le chauffeur, est mort sur le coup, colonne vertébrale brisée, aorte rompue, cage thoracique enfoncée, les jambes fracassées. Il s'est effondré sur le klaxon qui maintenant retentit en continu. Dodi Al-Fayed lui aussi est mort instantanément. Il n'avait pas mis la ceinture. Contrairement aux gardes du corps, Trevor Rhys-Jones, il est grièvement blessé, notamment à la mâchoire. Mais il bouge. Et maintenant le tunnel se remplit de fumée à cause sans doute d'une fuite d'huile. Et elle, et Diana, comment va-t-elle ? Dans son livre « Le dernier jour de Diana », le journaliste américain Christopher Anderson écrit « Contrairement à l'avant de la voiture complètement écrasée en accordéon, l'arrière où étaient assis Diana et Dodi était étonnamment préservé. Une boîte de mouchoirs en papier au ton pastel posée au milieu de la plage arrière, juste derrière leur tête, avait légèrement glissé sur le côté, mais sans être abîmée. Le coffre n'avait que 2 éraflures sur le dessus. » Éric Pétel, un garçon de café qui rentre chez lui en moto, est le premier à s'arrêter. Il raconte « Quand je suis arrivé près de la Mercedes, j'ai d'abord vu que le toit était écrabouillé, la portière arrière droite était à moitié ouverte. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu une femme qui avait l'air d'avoir été projetée vers l'avant. Elle avait la tête entre les 2 sièges avant. Ses paupières battaient, mais elle avait les yeux fermés. Je lui ai demandé si ça allait. Elle ne m'a pas répondu. C'est seulement là que je me suis rendu compte que c'était la princesse Diana. Il n'a pas de portable et il fonce jusqu'à une cabine téléphonique la plus proche pour prévenir la police. Il hurle dans le combiné. Il y a un horrible accident dans le tunnel de l'Alma. La princesse Diana est dans la voiture. Évidemment, de l'autre côté du fil, on n'y croit pas. Et le policier qui a décroché explose de rire. « Ici, monsieur, c'est pour les vraies urgences, hein ? Vous perdez votre temps. » À ce moment-là, il y a de plus en plus de monde dans le tunnel et quelques charognards de la presse à scandale commencent à prendre des photos. Ils n'ont jamais aussi bien mérité leur surnom. Des charognards qui se délectent de la mort. Et voilà que les photographes se disputent et s'insultent entre ceux qui n'ont aucun scrupule à shooter tout ce qui leur tombe sous les yeux et ceux à qui ça pose un problème éthique. Un jeune médecin de 24 ans, Frédéric Maillet, qui rentrait d'un dîner, est le premier à apporter des soins à la princesse, qui respire toujours. Son état n'a pas l'air si grave, et il est sûr qu'elle va s'en sortir. Il lui parle en anglais pour tenter de la garder consciente. À genoux sur la banquette arrière, il est penché sur Diana, il lui maintient la tête, et il lui pose un masque à oxygène pour l'aider à respirer. La princesse ouvre les yeux, elle essaye même de se relever. Une fois, elle gémit. La première ambulance arrive sur place
6 minutes après l'accident, le jeune docteur Maillez cède la place au SAMU. On extrait d'abord le corps de Dodi et d'Henri Paul. Les secouristes vont tenter de réanimer Dodi pendant un quart d'heure. Et finalement, ils le déclarent mort. Quant à Diana, son pied droit est coincé sous un siège. Il faut la désincarcérer avec une scie électrique. Et pour la cacher des regards, on tente une bâche bleue autour de la voiture. La princesse est ensuite déposée sur un brancard et emmenée dans l'ambulance du SAMU, où elle est placée sous assistance respiratoire et cardiaque. Son pouls et sa tension continuent de baisser et décision est prise d'attendre que son état se stabilise avant de la transporter à l'hôpital. Cette attente va durer 40 minutes. Pendant 40 minutes, Diana est dans l'ambulance, dans le tunnel, à 2 pas de l'épave de la Mercedes. Enfin, à 1h20 du matin, près d'1 heure après l'accident, l'ambulance se dirige lentement, très lentement, à 10 km/h, vers l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui est à 6 km de là et qui est le mieux placé, le mieux équipé en cette fin août pour prendre en charge ce type d'urgence. Le trajet vers l'hôpital dure 40 minutes et à 30 secondes de l'arrivée, 30 secondes, Diana fait un premier arrêt cardiaque. L'équipe chirurgicale qui la prend en charge au bloc opératoire est composée de 4 infirmières et de 3 médecins. Ils diagnostiquent tout de suite une hémorragie interne. Quelques secondes plus tard, le cœur de Diana s'arrête une deuxième fois. Pendant près de 2 heures, les médecins vont tout tenter pour la sauver. Tout. Mais à 4 heures du matin, le silence s'abat sur le bloc opératoire. La princesse de Galles est déclarée morte à 4 heures du matin. Un flash spécial Emmanuel Faux. Avec à l'instant cette information qui nous est donnée par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, suite de l'accident dont ont été victimes cette nuit Lady Diana et le prince Dodi Al-Fayed. La princesse de Galles est morte. L'information vient de nous être donnée. Nous allons avoir des imprécisions, bien sûr, d'une minute à l'autre, avec Alain Delmas, notamment, qui se trouve à l'hôpital. Vous savez qu'on annonçait il y a quelques minutes que la princesse était victime d'un traumatisme crânien, de fractures. Mais bien entendu, compte tenu de l'état du véhicule de la Mercedes accidentée dans le tunnel du pont de l'Alma, proche de la Seine, de la mort du milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed qui se trouvait assis à ses côtés, également de l'un des gardes du corps décédé, il y avait des risques. On supposait que la princesse Diana avait pu succomber à cet accident. Donc l'information est officielle depuis quelques secondes. La princesse Diana a succombé à cet accident, elle est décédée. Dodi et le chauffeur de la voiture, Henri Paul, sont morts sur le coup. Mais le garde du corps, Trevor Rhys-Jones, et la princesse respirent encore. Emmenée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, elle est déclarée morte à 4 heures du matin, le 31 août. La famille royale britannique a perdu sa meilleure ambassadrice. Et maintenant, il faut prévenir Charles et les enfants, les princes William et Harry. Comme tous les étés, la famille royale britannique au grand complet se trouve au château de Balmoral, en Écosse. Il y a 1 heure de décalage avec la France. Il est donc à peine 1 heure du matin quand le standard du château se met à clignoter. C'est l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris. Il veut prévenir la reine de ce qu'il vient d'arriver à Paris. L'adjoint du secrétaire privé de la reine, Robert Jambrin, décide de prévenir d'abord le prince Charles. Prévenu aussitôt, le Premier ministre Tony Blair ne réussira pas à se rendormir. À 2h06, la station Radio 5 de la BBC est la première en Grande-Bretagne à annoncer l'accident survenu 2h30 plus tôt à Paris. Et à ce moment-là, on parle d'un accident et de rien d'autre, avec cette idée sans doute inconsciente qu'on ne peut pas mourir d'un accident de voiture en plein Paris. Et quand à 4h30, heure française, le beau-frère de Diana, le mari de la sœur, Jane, appelle l'hôpital parisien, c'est pour avoir des nouvelles. Il n'est absolument pas préparé à ce qu'on lui annonce la mort de Diana. Absolument pas. C'est lui qui prévient le prince Charles, qui pousse, nous dit-on, un cri d'angoisse en apprenant la nouvelle, et qui s'effondre. Ce qui, semble-t-il, va beaucoup irriter sa mère,
la reine Elisabeth, qui se montrera, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup plus pudique. Et il y aura tout un débat pour savoir si la reine s'est montrée à la hauteur dans cette affaire. Mais d'abord, pour la reine, l'étiquette exige qu'on ne s'épanche pas sur ses émotions. C'est désuet, j'en conviens, mais c'est comme ça. Et surtout pour elle, Diana n'appartient plus à la famille royale depuis son divorce. Et ça, c'est une réalité. Les deux sœurs de Diana, Lady Jane et Lady Sarah, décident immédiatement de se rendre à Paris. Et Charles propose spontanément de les accompagner, même si la reine n'est pas d'accord. Tout de même, c'est son ex-femme, et c'est la mère de ses deux fils. À 5 heures du matin, heure française, 2 des chirurgiens qui ont opéré Diana, les docteurs Pavie et Rioux, donnent une conférence de presse entourés du ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, et de l'ambassadeur britannique. La déclaration est courte. À son arrivée à l'hôpital, la princesse présentait un choc hémorragique gravissime d'origine thoracique, puis rapidement un arrêt cardiaque. Une thoracotomie d'urgence a mis en évidence une plaie importante de la veine pulmonaire gauche. Malgré la fermeture de cette plaie et un massage cardiaque externe puis interne de 2 heures, aucune efficacité circulatoire n'a pu être rétablie et le décès a été constaté à 4 heures du matin. Messieurs, je vous remercie. Jean-Pierre Chevènement s'exprime juste après. La princesse de Galles et M. Al-Fayed étaient arrivés dans l'après-midi de samedi à Paris pour une visite privée. C'est ce dimanche 31 août, un peu avant 1 heure du matin, sous le tunnel du pont de l'Alma, que la voiture dans laquelle se trouvaient 4 personnes, dont la princesse de Galles et M. Al-Fayed, a été gravement accidentée. M. Al-Fayed et le chauffeur sont morts sur les lieux de l'accident, malgré les soins qui leur ont été prodigués. D'après les premiers éléments que nous avons recueillis, le véhicule dans lequel avait pris place la princesse était suivi par des journalistes qui tentaient de prendre des photographies. Il semble que le chauffeur ait perdu le contrôle de son véhicule qui roulait à grande vitesse. Et le professeur Rioux et le professeur Pavie, chargés l'un des équipes de l'équipe de réanimation, l'autre de l'équipe de chirurgie cardiaque, n'ont malheureusement pas pu réanimer la princesse après son arrivée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. La brigade criminelle de la préfecture de police est chargée de l'enquête. À 7 heures du matin en France, on réveille le président de la République. Après quelques instants de stupeur, Jacques Chirac fait cette déclaration à la presse. J'ai appris avec une profonde émotion la mort brutale de Lady Diana. Elle était une jeune femme de notre temps, chaleureuse, pleine de vie et de générosité. Sa mort tragique sera profondément ressentie, car elle était une figure familière à chacun. En ces heures terribles, je pense à sa famille et surtout à ses enfants. À Londres, Tony Blair rend un vibrant hommage à un être humain merveilleux et chaleureux, bien que sa propre vie ait été souvent marquée par des événements tragiques. Jean-Paul II fait dire des prières spécialement pour elle. Margaret Thatcher déclare qu'une lumière s'est éteinte. Nelson Mandela rend hommage à une ambassadrice des victimes de guerre, des malades et des nécessiteux partout dans le monde. Et pour Mère Teresa, Diana avait un bel esprit. Dans le monde du spectacle aussi, c'est le choc. George Michael, grand ami de la princesse, je crois vraiment que certaines âmes sont trop extraordinaires, trop belles pour demeurer hors du paradis, si douloureux qu'il soit pour le reste d'entre nous de les laisser partir. Depuis Kennedy, aucune disparition n'a déclenché une telle émotion. Et ça n'est qu'un début. Les funérailles de Diana. Sur le papier, comme ça, c'est simple. Mais quelle sorte de funérailles? Le frère de Diana suggère des funérailles privées. Et l'idée plaît bien à la reine, qui reste accrochée à l'idée que Diana n'appartient plus à la famille royale. Et ça n'est pas illogique. Sauf que personne n'avait mesuré ce qui va se passer dans le monde, les files d'attente dans les ambassades du monde entier pour signer des registres de condoléances, les tombereaux de fleurs déposés devant les représentations britanniques et surtout l'intense émotion des Anglais qui s'étreignent dans la rue, des familles entières sanglotent. C'est Tony Blair qui, le premier,
se rend compte que quelque chose de hors norme est en train de se passer. Et c'est lui qui pousse l'idée de funérailles nationales, en expliquant que c'est le peuple qui le réclame. Le Premier ministre arrive à convaincre la famille de Diana. Mais pour la reine, ça c'est une autre histoire. C'est Charles qui va devoir se charger de la faire changer d'avis. Et Charles, pour l'instant, il est à Paris. Il a atterri à 17h à Villacoublay. Il vient d'arriver à la Pitié-Salpêtrière, où l'attendent les Chirac, mari et femme. Et tous les trois vont se recueillir auprès de Diana. À 18h, le cercueil de la princesse, enveloppé dans une bannière royale brodée de lions, pourpre, blanc et or, quitte l'hôpital, encadré par des gardes républicains au garde à vous, au son d'une cornemuse. Il y a là une foule immense, silencieuse, et puis d'un coup des applaudissements qui n'en finissent pas, et des gens qui crient « Diana, Diana, on t'aime !» Et le corps est rapatrié en Angleterre à bord d'un avion de la Royal Air Force qui atterrit à 18h51 à Northolt, au nord-ouest de Londres. Discrètement, on fait réaliser une autopsie dans une salle mortuaire privée. Et ensuite, le corps de la princesse est habillé d'une longue robe noire, dessinée par son amie, Catherine Walker. Il est emmené à la chapelle royale de St. James Palace, à quelques kilomètres de Buckingham, qui à ce moment-là est le seul endroit de tout le pays où les drapeaux n'ont pas été mis en berne. Et la reine est toujours à Balmoral, et elle ne rentrera que vendredi 5, 6 jours après la mort de son ex-belle-fille. Et quand on connaît le personnage, on se dit qu'elle l'a fait exprès. Et sans doute n'a-t-elle pas pris conscience de ce qui se passait dans son pays. Quand notamment 740 000 personnes, dont certaines ont attendu plus de 12 heures, vont venir signer le registre de condoléances à St. James. Il faudra 43 registres pour recueillir ces condoléances. 43. Les funérailles de Diana ont lieu le 6 septembre, devant plus de 3 millions de personnes rassemblées à Londres, et 3 milliards qui vont les suivre à la télévision. Plus d'1 million de bouquets de fleurs seront déposés devant le domicile de la princesse au palais de Kensington. La cérémonie religieuse se tient à l'abbaye de Westminster, là où ont été couronnés la plupart des monarques britanniques. La dépouille mortelle vient de faire son entrée il y a quelques instants à peine. Elle est encore sur le seuil, on voit encore la lumière qui traverse le portail de l'abbaye de Westminster. Et c'est une procession religieuse, et derrière les religieux, il y a les Horse Guards qui portent sur leurs épaules le cercueil de Lady Diana, qui très très lentement va traverser l'abbaye de Westminster avant que ne débute proprement la cérémonie religieuse. 1900 personnes triées sur le volet ont été invitées à cette cérémonie. Des chefs d'État, des stars de cinéma comme Tom Cruise, ou de la chanson comme George Michael et Elton John, des hommes d'affaires comme Richard Branson, des responsables d'associations aussi, chers au cœur de Diana, des rescapés du cancer, ou des victimes des mines antipersonnelles. Et la dépouille mortelle s'avance entre justement les rangées des invités, et il faut voir l'émotion contenue extraordinaire des hommes de ces soldats qui sont en train de porter le cercueil, et puis derrière le cercueil, marchant lentement, et bien ceux qui ont décidé, ceux qui ont voulu accompagner sur la dernière partie du parcours la dépouille mortelle, les enfants de Lady Di, William et Harry qui marchent tête baissée derrière le cercueil. Il y a le comte de Spencer, le frère de Lady Di, il y a aussi le prince Charles et le duc d'Édimbourg, et le cercueil qui est en train d'être amené vers le catafalque où il sera posé avant que ne débute la cérémonie religieuse. Et sur ce cercueil, ces couleurs royales, les couleurs du drapeau royal, et puis c'est encore une fois ce bouquet, cette gerbe de fleurs avec une simple petite carte avec marqué dessus « Mamie ». Maman, c'est les roses que les enfants, William et Harry, ont déposé eux-mêmes sur le cercueil de leur mère, alors que l'on entend les chants dans cette abbaye de Westminster où va débuter d'ici quelques instants l'office religieux. Et le moment fort de cette cérémonie est profane,
outre le fait qu'il est une entorse à l'étiquette. Elton John, au piano, chante une version de son Candle in the Wind qui a été spécialement écrite pour l'occasion. À la sortie de Westminster, la procession se met en route vers Althorpe, le domaine familial des Spencer. Sur le parcours, les gens jettent des fleurs sur la voiture qui transporte la dépouille. Et la princesse est inhumée au cœur du domaine familial, sur une île, au milieu d'un lac, à l'abri des regards. Maintenant, peuvent commencer les polémiques et les débats inutiles sur son accident. Passé l'émotion des funérailles, on va maintenant chercher à comprendre ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là dans le tunnel du pont de l'Alma. C'est la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres à Paris qui est à la manœuvre, appuyée par la gendarmerie nationale. Et cette enquête va durer plusieurs années. Au début, l'attention se concentre sur les paparazzis. 6 d'entre eux et 1 motard de presse sont interpellés, vite rejoints par 3 autres photographes qui se rendent eux-mêmes au commissariat. Tout ce petit monde est mis en examen pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Pour le juge d'instruction qui dirige l'enquête, il est évident que leur insouciance au cours de la poursuite a contribué à l'accident. Mais je peux déjà vous annoncer que 2 ans plus tard, ils seront innocentés et obtiendront un non-lieu. Et puis apparaissent les inévitables théories du complot. Et oui, une princesse, ça ne meurt pas dans un accident de voiture avec un arabe. C'est forcément un crime. Et tant qu'à faire, un crime d'État. Diana et Dodi auraient été assassinés par les services secrets britanniques parce qu'ils représentaient un danger pour la monarchie. Et peu importe si le couple a changé de parcours au dernier moment et changé de chauffeur, la théorie du complot, quand c'est parti, c'est trop tard. Théorie relayée notamment par Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi, qui reste persuadé qu'on a fait tuer son fils et la princesse. En revanche, quand le juge obtient le résultat de l'autopsie du chauffeur, Henry Paul, il tombe de l'armoire. Le soir du drame, il était bourré, il était saoul comme un cochon, 1,87 g d'alcool par litre de sang, 3 fois le seuil autorisé. Et en plus, il n'avait pas mangé, ce qui a dû décupler les effets de l'alcool. Et il prenait aussi des antidépresseurs, du Prozac et du Thiapridal. Le barman du Ritz confirme que tout le monde savait qu'Henry Paul buvait. Il lui a même servi à boire le soir du 30 août. Et c'était pas la première fois. Un autre employé du Ritz dit « Il était saoul comme une barrique et il était fébrile. Jamais on n'aurait dû le laisser approcher de cette voiture. » C'est quelqu'un qui en a fait trop à la base, ne serait-ce qu'en roulant comme ça. Il savait dans quel état il était, c'est qu'il a picolé. Bon, c'est vrai qu'il n'est peut-être pas non plus en position de dire qu'il n'est pas en état de conduire. Mais il aurait dû essayer de s'arranger entre-temps pour que quelqu'un d'autre prenne le volant. Parce que bon, il savait quand même ce qu'il avait. Lui était quand même lucide de ce qu'il avait pris. De toute façon, ce qui est certain, c'est qu'il en a fait beaucoup trop. Peu importe, est-ce que c'était pour avoir un pourboire à la fin, est-ce que c'était pour se faire valoir ou justifier le poste qu'il avait, ou peu importe. De toute façon, la personne qui a conduit le véhicule, les gens du Ritz n'auraient jamais dû le mettre dedans parce qu'il n'était pas habilité à conduire le véhicule. Ce qui veut dire que les voitures de gendarmerie sont un permis spécifique pour le faire, chose qu'il n'a pas. C'est ce qu'on appelle les voitures de place. Pour conduire ce type de véhicule, il nous est délivré une autorisation de conduire ce véhicule par un procureur de police. Ce qui veut dire que si on n'a pas ce permis, cette autorisation d'un procureur de police, on n'a pas le droit de les conduire. C'est quelqu'un qui travaillait pour la sécurité, qui n'était pas chauffeur. Le Ritz travaille avec une société de chauffeurs. Donc les chauffeurs qui travaillent pour le Ritz sont une société qui ont un contrat avec le Ritz. Et pourquoi on n'a pas fait appel à un chauffeur du Ritz? Mais parce que la famille Al-Fayed, en général, ne se fait conduire que par des gens de la sécurité, parce qu'ils ont une espèce de paranoïa de l'agression qui fait qu'ils veulent toujours des gens de la sécurité, c'est tout. Dans cet accident, il y a un survivant, le garde du corps, Trevor Rhys-Jones, qui est interrogé à son réveil après 10 jours passés dans le coma. Pour moi, il était de service. Un point, c'est tout. Je n'avais aucune raison de soupçonner qu'il était ivre. Rien ne le laissait croire, ni à le voir, ni à l'entendre. Il avait son air habituel. Il travaillait, il était compétent, point final. Les gens émettent toujours toutes sortes de théories et d'opinions après coup, mais moi, je sais exactement ce qui s'est passé parce que j'étais là. Je peux dire avec certitude qu'il ne s'agissait pas d'un effroyable ivrogne, comme certains ont essayé de le faire croire. Il me semble avoir assez de lucidité pour avoir pu me rendre compte si ce type était saoul ou non, et il ne l'était pas. J'étais parfaitement tranquille. Mais Rhys-Jones est-il le plus fiable des témoins? La princesse Diana l'ignorait, mais il a un casier judiciaire pour conduite en état d'ivresse.
justement, un accident suivi d'un délit de fuite qui lui avait valu 1 an de retrait de permis. La police s'intéresse aussi à l'épave de la Mercedes. Les policiers découvrent que la voiture avait été volée 4 mois plus tôt devant un restaurant parisien et que quand on l'avait retrouvée, il avait fallu faire dessus 114 000 francs de travaux, 17 000 euros. Enfin, on s'intéresse longtemps à la fameuse Fiat Uno qui a été percutée par l'arrière par la Mercedes avant qu'elle ne fasse une embardée. La police va interroger 4000 propriétaires de Fiat Uno blanches. On ne la retrouvera jamais, mais l'enquête conclura qu'elle a eu un rôle accessoire et que c'était un accident, et rien qu'un accident, même si cette version ne satisfera jamais Mohamed Al-Fayed, qui est toujours persuadé aujourd'hui que son fils et Diana ont été assassinés. Version corroborée en 2013 par l'enquête britannique de Scotland Yard, qui arrive aux mêmes conclusions que les Français. C'était un accident. Deux enquêtes ont été ouvertes en France et en Angleterre après la mort de Lady Diana pour déterminer les circonstances exactes de l'accident qui lui a coûté la vie le 31 août 1997. Après 2 ans d'enquête, les magistrats français arrivent à la conclusion qu'il s'agit en réalité d'un concours de circonstances et donc bien d'un accident de la circulation. Une autre enquête ouverte outre-Manche confirme ces conclusions et balaye définitivement la thèse d'un éventuel complot ou d'un assassinat. Quand retombe, dans les mois qui suivent, le soufflet de l'émotion, on se met à apprendre plein de choses sur Diana, la princesse des cœurs. Par exemple, on ne savait pas qu'elle faisait appel à des astrologues ou à des guides spirituels. On ne savait pas qu'elle pratiquait l'acupuncture, l'hypnothérapie, l'homéopathie ou l'aromathérapie. Et on ne savait donc pas qu'un jour, un sorcier zoulou qu'elle était allée voir sur les conseils de Nelson Mandela, un certain Credo Mutwa, très célèbre en Afrique du Sud, et qui lit dans les os d'animaux, lui avait fait la prédiction suivante. C'est le journaliste Christopher Andersen qui rapporte son témoignage. La position de l'un des os, en forme de hache, montrait qu'une terrible arme de destruction était suspendue au-dessus d'elle. J'ai vu qu'elle allait mourir d'une atroce mort avant d'avoir trouvé le bonheur. Mais je ne pouvais pas le lui dire. Comment aurais-je pu ? On apprend aussi que le 12 août, 3 semaines avant l'accident, Diana était allée chez la voyante Rita Rogers, à 260 km de Londres, avec Dodi, car elle voulait savoir ce que lui réservait le futur. Et la voyante Rita Rogers aurait alors reçu un message de la mère de Dodi, qui lui aurait dit, et c'est encore le journaliste Christopher Andersen qui raconte la scène, « Il ne faut pas rouler en voiture dans Paris. J'ai vu un tunnel, j'ai vu des motos, j'ai vu un tourbillon vertigineux de vitesse. » Moi, je vous mets à l'aise. Je n'y crois pas du tout aux voyantes. Et je me dis que cette Rita Rogers se fait de la pub post-mortem. Mais je vous laisse seul juge. Et si vous y croyez, alors un petit dernier pour la route. 4 jours avant le drame, un autre voyant prétend avoir eu une drôle de prémonition. Il s'appelle Edward Williams, c'est un Gallois de 73 ans qui aurait déjà prédit les tentatives d'assassinat sur Ronald Reagan et sur Jean-Paul II. Il se promène dans la campagne galloise. Il est frappé par une vision de Diana. Il se rend aussitôt au poste de police le plus proche et le policier auquel il s'adresse recueille sa déposition. Et voici ce qu'on peut lire dans le registre. Le 27 août, à 14h12, un homme du nom d'Edward Williams s'est présenté au poste de police de Mountain Ash. Il a prétendu être un voyant et a déclaré que la princesse Diana allait mourir. Les années précédentes, il avait prédit les tentatives d'assassinat contre le pape et contre Ronald Reagan. Dans un cas comme dans l'autre, il s'est avéré qu'il avait eu raison. Monsieur Williams semble tout à fait normal. Si vous voulez compléter cette histoire par de la lecture, alors lisez Le dernier jour de Diana de Christopher Andersen. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. €0 et 906 centimes le litre de E85. C'est tout.
le litre à moins de 1 euro. À ce prix-là, tout est dit. En mars, avec Ford, le seul constructeur à proposer une gamme hybride E85 complète, faites des économies à chaque plein. Ford. Porte ouverte ce week-end, ouverture selon autorisation. Prix moyen national pour janvier 2024, constaté via la base de données des prix écologie.gouv.fr, prix sujet à variation. Pensez à covoiturer. Rendez-vous chez Ford Sarcelles, 8 rue Henri Dunant.